Les scientifiques, étatiques et autres vassaux de l'État profond nous assènent depuis notre naissance, dans notre monde prison, que la Terre est ronde. Nous savons que pléthore de cartes du monde éditées entre le XIVe et le XVIIIe siècle montrent un monde plat avec un climat constant dans lequel les glaciers n'apparaissent pas. Parler aujourd'hui de monde plat équivaut à se faire traiter de cinglé inculte, au cerveau lavé à la soude caustique sur lequel on ajoute souvent une pointe d'ésotérisme pour parfaire l'image de l'aliéné total. Assumons cette vision peu flatteuse de nous-mêmes et entremêlons abstrait et fait pour donner une réalité cohérente. Voilà pourquoi il est temps de nous immerger totalement dans la dernière étape de déprogrammation, à savoir notre véritable histoire, ou plus clairement la genèse de notre monde et de notre race, la race humaine. Bien entendu, cette étape est la plus difficile d'accès, car elle remet en question l'intégralité des enseignements et certitudes que vous avez. L'héliocentrisme, ou l'histoire de la Terre ronde suspendue dans l'espace infini, est certainement le plus grand canular de notre monde, qui cache une vérité abominable pour les élites et qu'il est donc impératif de maintenir, quelles qu'en soient les conséquences. Pourquoi croyez-vous que le contribuable américain paye 57 millions de dollars par jour pour les frais de fonctionnement de la NASA? La quête de l'espace était-elle à ce point vitale pour notre humanité que l'on puisse faire l'impasse sur les 35 000 enfants retrouvés dans les tunnels à Kiev, en Ukraine, les 50 000 enfants retrouvés dans les tunnels en Forêt-Noire en Allemagne, les 100 000 enfants retrouvés dans les tunnels de Washington DC aux USA, les 150 000 enfants retrouvés dans les tunnels surnommés The Ring car ils font le tour du pays en Australie, ou encore les 50 000 enfants retrouvés dans le tunnel qui se trouve à 20 mètres sous le MEDEF, avenue Bosquet à Paris, et qui va jusqu'à l'Élysée, etc. Nous ne le pensons pas et sommes même sûrs que, comme à son habitude, l'État aidé de son pilier médiatique fait du prosélytisme sur des sujets futiles, cachant les sujets essentiels. Tel est le monde inversé dans lequel nous sommes. Valoriser la médiocrité et combattre l'élitisme de façon à soumettre plus facilement des populations incapables de réflexion. C'est dans cet état d'esprit que l'opération High Jump eut lieu juste après la Seconde Guerre mondiale, autour des années 1946-1947. Cette opération avait pour but l'exploration de l'Antarctique. Enfin, c'est du moins ce que vous apprendrez si vous lisez Wikipédia, qui, comme chacun sait, est à la connaissance et à l'histoire ce que Hillary Clinton était pour les enfants. C'est à partir de ce moment que l'histoire de notre monde plat prend tout son sens. L'opération High Jump fut financée officiellement par les USA. Ils mirent à la tête de cette expérience l'amiral Richard Byrd et des scientifiques.
Il décrit que lui et ses compagnons étaient transis de froid lorsqu'ils s'engouffrèrent soudain dans un passage souterrain. Puis ils arrivèrent sur une clairière où régnait une température d'au moins 20 degrés, et ils virent un mammouth et une végétation luxuriante. Bien entendu, les médias mainstream de l'époque ont dit que le froid avait certainement eu raison de sa santé mentale. Nous savons aussi factuellement que suite à cette expédition, l'amiral Byrd a laissé un carnet de bord où il explique avoir trouvé un passage vers un autre monde. Ce que nous ne savons pas officiellement, c'est que ce sont les Rockefeller qui ont financé l'expédition, que l'amiral Byrd était accompagné de soldats de l'US Navy ainsi que de nombreuses personnalités politiques, et que militairement, la Task Force de Byrd était composée de 13 navires, 33 avions et 4700 militaires. Cette opération avait pour but le franchissement du mur de glace de l'Antarctique, où se trouve un passage qui donne accès aux autres mondes. Cette expédition était en réalité le plus grand déploiement de forces militaires de l'histoire de la nouvelle humanité, avec pour objectif l'annihilation de l'ancienne humanité. L'amiral Byrd connaissait parfaitement le passage dans l'Antarctique, par le truchement duquel il s'était rendu de nombreuses fois pour des missions de reconnaissance sur les autres terres. Autres terres, ancienne humanité, nouvelle humanité. C'est avec ces concepts, qui doivent vous sembler dignes d'un paradigme de science-fiction, que commence réellement notre véritable histoire. Il existe bien des terres au-delà de ce que nous nommons Antarctique, et qui est en réalité un mur de glace créé artificiellement par la technologie HAARP, H-A-A-R-P. HAARP est une technologie qui permet la maîtrise totale du climat par des systèmes de fréquences. Les premiers brevets de HAARP datent de la fin du XIXe siècle et bon nombre d'entre eux appartiennent à la famille Dupont, anciennement Dupont de Nemours, une des 13 grandes familles Illuminati qui contrôlent ce monde. Outre les précipitations météorologiques, HAARP peut être paramétré comme un ordinateur et se déclencher éternellement de façon à créer comme l'illusion des saisons, des zones venteuses, pluvieuses, arides ou bien encore sismiques, de façon à faire croire à un climat variable selon les régions, alors que le climat réel est constant sur la totalité de notre monde connu. Le monde connu signifie la Terre. Il s'agit encore là d'un outil de contrôle des populations dont la preuve irréfutable est l'avènement du bulletin météorologique qui régit notre quotidien. Ces terres inconnues sont au nombre de 178. Elles portent toutes les noms des planètes, légendes ou mythes avec lesquels nous avons tous grandi. Jupiter, Orion, Vénus, Asgard, Atlantis, Neptune, Hydre, Andromède, etc. sont leurs noms. L'histoire des planètes suspendues dans l'espace infini est encore un outil de contrôle dont le but est de détourner l'humanité de sa réalité. Les gardiens de ce mythe héliocentrique ont poussé le souci du détail en créant
via l'équivalent de la technologie Bluebeam de la NASA, les 178 terres existantes en des planètes rondes flottant dans le ciel, garant d'une fausse vérité pour l'astronome amateur ou averti. La technologie que nous connaissons, et ce, quelle qu'elle soit, n'a pour objectif que de nous maintenir dans cette matrice dans laquelle nous sommes nés. Comble de l'ironie, elles, en parlant des 178 terres, sont toutes accessibles par les océans avec un simple bateau. Vous comprenez pourquoi, en 2012, le projet Terramar, un faux projet de privatisation des océans par les élites dans un but environnemental sous l'égide de la pédoproxénète Ghislaine Maxwell, a vu le jour avant d'être enterré par le gouvernement de Trump en 2019. Le projet Terramar servait deux objectifs distincts. Faciliter la logistique du trafic international d'enfants via les océans et renforcer le contrôle du déplacement sur les mers pour éviter à quiconque de trouver des routes vers les mondes interdits au-delà du mur de glace. Ces 178 mondes ont tous un dôme qui les encercle, chacun. Et les 178 mondes sont tous sous un grand dôme par-delà duquel personne ne sait vraiment ce qu'il s'y trouve. Pour notre Terre, la hauteur au firmament de ce dôme est de 134 km. Comme nous le relatent les écrits passés fondés sur une science exacte. Ce qui bien sûr annihile les délires de notre fausse science sur un soleil à 150 millions de kilomètres et ridiculise les calculs savants des astronomes diplômés des universités faussement prestigieuses et financées par les élites. Quittons notre matrice et les faux narratifs qui la maintiennent, et revenons à notre véritable humanité en entrant dans un univers spéculatif fondé sur des témoignages et autres preuves historiques, interdites ou négligées, volontairement par ceux censés nous transmettre la vérité. Qui nous a créés? Pourquoi? Quand? Et comment? Ces réponses sont certainement dans le monde au-delà du Grand Dôme et auxquelles nous n'avons pas accès. Donc oublions-les pour le moment. Ce que nous savons, c'est qu'une race, nommée les gardiens ou custodians, et vivant sur une autre terre que la nôtre, s'est donné pour objectif de coloniser les 178 mondes, ainsi que le monde au-delà du Grand Dôme. Cette race sans empathie, dotée d'une intelligence exceptionnelle et d'une technologie incroyable, est un jour arrivée chez nous et nous a colonisés. Cette colonisation de la Terre est corollaire à la chute de l'Atlantide que Platon situe dans le Timée il y a 26 000 ans. Depuis ce jour, ces gardiens n'ont eu pour but que de nous enfermer dans une matrice en nous faisant oublier notre passé. Les terres d'Asgard, d'Atlantis, de Lémuria ont essayé conjointement de faire face aux gardiens. Bien que technologiquement très avancées, ces terres avaient fondé leur développement sur la spiritualité, là où les gardiens ou custodians l'avaient fondé sur l'armement. La victoire fut donc écrasante pour ces derniers, les gardiens. Pour ceux que l'univers extraterrestre rebuterait intellectuellement, souvenez-vous que les White Hat et Q ont déclassifié des documents sous-scellés concernant nos amis
avec lesquels nous partageons le même ADN courant 2017-2018, prouvant leur existence ainsi que des liens existants avec les dirigeants de notre monde. Mais reprenons notre récit historique. Depuis cette colonisation, notre monde n'est autre qu'une ferme d'élevage où l'humanité suit sans s'en rendre compte le scénario écrit par les gardiens. Nous pourrions orienter notre réflexion en nous demandant pourquoi ces gardiens ou custodians souhaitent un contrôle perpétuel et inflexible sur notre race. Certains théologiens ayant eu accès à la véritable Bible ont compris qu'il s'agissait là d'un livre d'histoire relatant l'indubitable chronique de notre monde sans connotation religieuse. Évidemment, il se murmure que le manuscrit authentique est gardé sous scellé au Vatican, accessible uniquement aux élites qui dirigent cette terre. Mais dans cette Bible, les Néphilim, ou les géants, nous expliquent que nous, les êtres humains, sommes la seule race à posséder une énergie consciente nommée source, ou source de vie qui s'apparente à l'âme pour les croyants. Les gardiens, aidés d'une autre race technologiquement très avancée aussi, nommée les Anunnaki, en scellant un pacte d'évolution technologique entre leurs deux races, ont compris que seule cette source permettait de passer au-delà du Grand Dôme. Comme expliqué précédemment, chaque terre est entourée d'un dôme ayant une ou plusieurs couches qui varient selon les mondes. Ces dômes peuvent être comparés grossièrement à une cellule avec ses membranes plasmiques et sont invisibles à l'œil nu. D'où la présence d'eau lorsque vous voyez les fusées de la NASA atteindre le firmament. Il existe de nombreuses vidéos sur le sujet. En continuant conjointement leurs recherches, les gardiens et les Anunnaki ont découvert que nous les humains étions essentiels pour l'équilibre des 178 mondes et que notre extinction serait préjudiciable pour leur race. C'est à ce moment qu'ils décidèrent de nous garder sous contrôle et de se servir de nous comme cobayes pour faire des tests et passer de l'autre côté du Grand Dôme. Ces races, Anunnaki et gardiens ou custodians, sont aussi des spécialistes dans la manipulation de l'environnement et sont à l'origine de la technologie HAARP. Lorsqu'ils colonisent un monde, ils l'entourent, comme le nôtre, d'un mur de glace pour empêcher les habitants de sortir. Même si tous les mondes sont accessibles par la mer, l'entrée des dômes n'est possible que par des portails, disséminés sur les lignes telluriques qui traversent les 178 mondes sous le Grand Dôme. Seuls les gardiens, avec leur technologie, ont réussi à pénétrer dans les 178 mondes. Il est aussi important de noter que lorsque Byrd a passé les membranes du dôme pour pénétrer sur la Terre de Mars, il a admis qu'il y avait une force qui le poussait, lui comprimait la poitrine et que c'était une sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ces aveux de Byrd ont été enregistrés et gardés secrets durant des décennies par le haut commandement militaire des États-Unis d'Amérique. Les gardiens ou custodians sont capables
comme les Anunnaki, de générer leur propre portail quantique, fonctionnant comme dans le film Stargate, et donc de se passer des portails existants, rendant leurs entrées imprévisibles et très efficaces pour coloniser une race. Le mystère des pyramides, avec lequel les historiens ridicules des facultés nous assènent les mêmes faits historiques aussi faux qu'éculés, ainsi que les faux artefacts introduits par les États pour justifier leur véracité, n'est en réalité qu'un énième moyen de contrôle du narratif historique pour maintenir l'amnésie de la véritable histoire de l'humanité. Ce mystère a pour objectif, depuis que Napoléon, agent des Rothschild ou plus simplement prête-nom historique pour cacher les vrais fondateurs de notre monde, a créé la prison institutionnelle dans laquelle nous sommes entre 1799 et 1807, de cacher le fait que les pyramides furent bâties par les Anunnaki et non les Égyptiens qui marchaient de profil. Les pyramides ont une triple fonction. 1. Lorsque les Anunnaki pénètrent un nouveau monde, ils se présentent en amis en offrant de construire des pyramides qui sont des centres de guérison par les fréquences, tout en prospectant à la recherche de minerais, marchandises, races, etc., qui pourraient servir leur réel objectif, passer de l'autre côté du grand dôme, nommé aussi monde céleste. 2. Les pyramides fonctionnent aussi comme le système HARP, en générant des ondes de fréquence pour modifier à la fois l'environnement et le climat. 3. Si après prospection les Anunnaki décident de coloniser le monde qu'ils ont visité, les pyramides peuvent générer des portails permettant de faire entrer leurs armées en toute discrétion. La légende du cheval de Troie est un fait historique transformé dans lequel le cheval a pris la place de la pyramide. Maintenant que vous savez que nous sommes des animaux de ferme depuis presque 30 millénaires, nous pourrions imaginer que peut-être à un instant T de notre misérable existence, nous étions libres, ou presque affranchis de nos colonisateurs. Pour parvenir à créer la race primitive que nous sommes, c'est-à-dire totalement amnésique de son passé, possédant des technologies rudimentaires, sans empathie, soumise, avide d'argent, de pouvoir, de notoriété ou encore de supériorité, mais surtout ayant perdu tout sens commun en donnant une dimension iconique à des problèmes dérisoires et à contrario en considérant comme négligeable ce qui touche à notre liberté et fait notre humanité. Les gardiens ou custodians ont mis en place les grandes réinitialisations ou en anglais Great Reset. Le cinéma d'Hollywood est la plus grande humiliation de la nouvelle humanité par les élites. Chaque film, avec l'aval de la CIA, qui contrôle les narratifs présents dans ces films, inclut de façon édulcorée ou importante les morceaux d'architecture nécessaires aux grandes réinitialisations, ainsi que les technologies qu'ils utilisent et qui, pour nos cerveaux endoctrinés, appartiennent à l'univers de la science-fiction. Un film comme Jupiter, le destin de l'univers, nous parle de la grande moisson pour parler de la grande réinitialisation. Matrice nous dit carrément que nous sommes à l'intérieur d'une matrice et que nous tournons en boucle. Retour vers le futur ou Thor nous parle du projet Looking Glass ou pont Einstein-Rosen que les élites utilisent depuis des centaines d'années
pour lire l'avenir et le modifier à leur convenance. Stargate, la porte des étoiles, est une allusion au portail qui nous permet de nous rendre dans les autres terres ou cercles environnementaux. Le 5e élément nous montre la technologie des medbeds utilisée par les élites depuis des dizaines d'années pour se soigner. Le film Truman Show, coécrit par les Rothschild, est une allégorie sadique de la vie de captifs à l'intérieur d'un monde limité que nous avons. Les exemples sont innombrables et plus évidents les uns que les autres à qui veut bien faire preuve de perspicacité. Laissons ces digressions cinématographiques aux cinéphiles et revenons aux grandes réinitialisations. D'après ce que nous savons, les êtres humains ont subi 3 réinitialisations et la 4e déclenchée par le Covid est toujours en cours. Même si nous savons que pour la première fois depuis 26 000 ans, cette grande réinitialisation est en train de devenir le grand réveil, en anglais The Great Awakening, grâce à l'alliance, la persévérance et l'altruisme de nos frères et sœurs de l'ancienne humanité et de leurs alliés. Chaque réinitialisation a permis à nos geôliers de nous soumettre davantage, d'effacer nos mémoires et de nous faire oublier les technologies avancées qui étaient les autres il y a des millénaires. Les réinitialisations ont permis aussi de dessiner la nouvelle humanité que nous sommes et son environnement, nous faisant respirer un air vicié, ayant une alimentation abominable pour notre santé, nous créant des maladies, des épidémies ou encore du stress ou de la peur. Le cumul de ces maux faisant de nous des êtres faibles, sournois, égoïstes, insipides, prétentieux, agressifs, bornés et méfiants. La création de la monnaie fut le coup de génie des gardiens et un coup de grâce pour l'humanité, chassant tout espoir d'unité et créant une dichotomie perpétuelle, source d'un contrôle absolu. Les gardiens n'avaient plus besoin de contrôler la société, certains groupes d'humains allaient contrôler la majorité en échange d'argent et de pouvoir. À partir de ce moment, la hiérarchisation de la société allait être une priorité et appliquée avec la violence latente la plus extrême. La société que nous avons aujourd'hui est le résultat, au-delà des plus folles espérances, de la corruption de notre monde. Les grandes réinitialisations ont un objectif aussi simple que défini: éliminer sous quelque forme que ce soit la majorité de notre humanité. La 4e réinitialisation dans laquelle nous nous trouvons a pour but de réduire la population mondiale de 7 milliards à 500 millions. Pour être certain qu'à chaque réinitialisation, l'humanité perde un peu plus de mémoire, les gardiens ne gardaient que les élites humaines avec lesquelles ils avaient des accords et les bébés de moins de 7 mois. Tous les autres individus étaient éliminés. Si par hasard ils avaient survécu aux catastrophes climatiques déclenchées par les technologies telles que HAARP, la première grande réinitialisation serait ce que les croyants connaissent sous le nom le déluge avec Noé et son arche. Les gardiens, ou custodians, excellent dans l'art de changer l'histoire en y introduisant du mysticisme. Cette grande réinitialisation que l'on date généralement autour
des 3000 ans avant Jésus-Christ et qui aurait duré 40 jours. Les dates et la pertinence de la durée ainsi que l'ampleur de la catastrophe sont impossibles à connaître précisément, les archives ayant disparu ou cachées, et la résonance que le mot déluge émet à nos oreilles est celui d'un mythe de croyants. Seul le mythe présent partout dans notre éducation, la connaissance de la technologie HARP ainsi que les déclassifications de l'existence de peuples d'autres mondes peuvent nous permettre cette spéculation. La deuxième grande réinitialisation peut être envisagée entre le XIe et le XIIe siècle, qui correspond au moment où les familles de la noblesse noire ont commencé à prendre l'ascendant sur le reste du monde. Paolo Emilio, un humaniste italien du XVe siècle, contemporain et ami d'Erasme par le truchement de certains essais, repris plus tard par Maurice Druon dans Les Rois maudits, parle de l'émergence de ces familles italiennes. Ces familles sont toujours à la tête de la pyramide du pouvoir actuellement et nous les nommons gouvernements de l'ombre. La troisième réinitialisation est la plus importante pour nous, car l'alliance de l'ancienne humanité et de nos alliés les géants a frôlé la victoire. Nous pouvons situer cette période entre 1750 et 1800 avec l'utilisation du système HARP et des flots de boue qui ont enseveli l'héritage architectural de notre ancienne humanité entre les années 1811-1813. Période relatée dans nos manuels d'histoire par l'apparition d'une grande comète détruisant tout sur Terre. Cette presque victoire avait été possible car notre monde était uni, technologiquement très avancé, et que nous disposions aussi de l'aide et de la technologie des géants. En ces temps-là, notre monde s'appelait la Grande Tartaria. Il n'y avait pas de frontières, pas de pays, pas de gouvernement. L'être humain était souverain de lui-même, élevé avec de véritables valeurs spirituelles et humanistes. L'existence des géants qui faisaient en moyenne entre 2,50 m et 4 m de hauteur, et certains beaucoup plus, a été totalement cachée des livres d'histoire, sur ordre des gardiens ou custodians, qui étaient passés à un cheveu de la défaite. La preuve irréfutable de géants vivant parmi nous à cette époque nous est donnée par la Smithsonian Institution, qui a été contrainte, suite à un arrêté de la Cour suprême des États-Unis, de publier des documents datant des années 1900, prouvant que l'organisation est impliquée dans une vaste opération de dissimulation historique. Cette dissimulation historique aurait détruit des preuves montrant que des dizaines de milliers de restes humains géants avaient été découverts dans toute l'Amérique. Selon la décision de justice, les administrateurs de haut niveau ont ordonné la destruction de ces preuves afin de protéger la chronologie dominante de l'évolution humaine à l'époque. L'affaire a pris un tournant décisif lorsqu'un fémur humain de 1,30 m de long, soit plus de 2,5 fois la taille d'un fémur d'homme de 1,80 m, a été présenté au tribunal comme preuve de l'existence de ces os humains géants. Nous savons que le vrai Vladimir Poutine a été remplacé et exécuté en 2010 par l'Alliance. Preuve en est que l'histoire cachée de la Grande Tartaria, notre véritable histoire,
ce monde uni et technologiquement avancé qu'était le nôtre, a été déclassifié en 2013 des archives russes. Le vrai Poutine étant un acteur de l'État profond, une telle déclassification n'aurait jamais eu lieu. Comme expliqué précédemment, les Custodians et les Anunnaki se sont conjointement intéressés à notre monde, pour la source de vie que nous avons en nous et qui potentiellement leur permettrait de passer de l'autre côté du Grand Dôme, mais aussi l'abondance d'or et de minerais présents sur notre monde est essentielle pour leur technologie d'armement. Cet attrait pour l'or est corroboré par le vol de la réserve fédérale par les Rothschild et autres Illuminati en 1933 et le déplacement de cet or vers les sous-sols du Vatican sous contrôle des familles Windsor et Orsini. Souvenons-nous que lorsque l'Alliance militaire a récupéré l'or du Vatican, il lui a fallu 650 voyages avec des avions cargo pour tout récupérer. Quant aux sacrifices rituels sanguinaires pratiqués par les Illuminati, que l'histoire officielle maintenue par les États nous présente comme une tradition séculaire de civilisation arriérée, ces sacrifices ont commencé avec les sacrifices des humains servant de cobayes aux gardiens, aux custodians pour passer le Grand Dôme. Les gardiens souhaitèrent aussi soumettre les géants qui en ces temps vivaient principalement sur les anciennes terres de Anak. Mais les géants possédaient des technologies très avancées, capables de rivaliser avec celles des gardiens ou custodians. Quand les géants comprirent que les humains possédaient la source de vie et que de notre extinction pouvait découler celle des 178 mondes, les géants se joignirent aux humains, et la Grande Tartaria naquit. Après de multiples échecs avec les humains comme cobayes pour passer de l'autre côté du Grand Dôme, les gardiens ou custodians ont commencé à se désintéresser des humains. Une querelle entre les custodians ou gardiens et les Anunnaki, notamment du fait que les custodians arrivaient les premiers sur notre Terre, régulaient l'ordre des Anunnaki, essentiel à leur technologie défensive et d'attaque. Donc une querelle entre ces deux races éclata, débouchant sur des affrontements. Quand les deux races les plus puissantes s'affrontent, les pertes des deux côtés sont importantes. Les Custodians avaient laissé le contrôle de notre terre à un peuple qui a été colonisé par les Custodians, donc un peuple technologiquement très avancé, belliqueux et qui haïssent les humains, les petits gris d'Orion. Les attaques incessantes des gris étaient systématiquement repoussées par l'alliance humaine géant grâce aux technologies des géants. L'alliance géant-humain était sur le point de gagner définitivement sa liberté si la rationalité des custodians ou gardiens et des Anunnaki ne l'avait pas emporté sur leur désir de domination. Un traité entre custodians et Anunnaki fut signé dans lequel l'or de notre terre reviendrait aux Anunnaki. Avec l'aide des gris, l'alliance custodian ou gardien Anunnaki gris eut raison de l'alliance humain géant.
Tartaria, notre ancien monde, était habité en ces temps-là par plus de 10 milliards d'individus. Cette grande réinitialisation fut la plus terrible de notre histoire. Les pertes humaines se chiffraient par milliards et par millions chez les géants, dont la race a failli totalement disparaître. Cette troisième réinitialisation est le seul moment de notre histoire, depuis des millénaires où l'être humain avait compris qu'il était esclave d'autres races. La Grande Tartaria est un symbole de liberté. C'est pour cette raison qu'elle fut bannie de nos livres d'histoire. Une fois l'alliance géant-être humain annihilée, les gardiens ou custodians et les Anunnaki déchaînèrent leur technologie basée sur les fréquences, créant une liquéfaction des sols et des torrents de boue s'abattirent sur notre monde. Certains humains et géants trouvèrent refuge dans les monuments architecturaux de Tartaria, mais subirent une véritable traque de la part des custodians et Anunnaki qui ne souhaitaient conserver que les bébés de moins de 7 mois. Voilà pourquoi, lorsque nous regardons les photos entre 1830 et 1850, l'histoire des premières photos en noir et blanc prises par le portraitiste Nadar est encore un narratif des gardiens dans le but de cacher les technologies. Donc, lorsque nous regardons les photos entre 1830 et 1850, nous voyons des villes fantômes aux dimensions gigantesques, recouvertes de boue, sans humains autour. Les humains survivants, l'ancienne humanité, trouvèrent refuge de nouveau grâce aux géants sur une île qui porte le nom de République ancestrale. Quant aux géants qui vivaient dans les anciennes terres d'Anak, ne pouvant supporter de vivre sur une terre ensanglantée par la mort de leurs proches, ils immigrèrent vers les terres de Thoth. Les custodians et les Anunnaki mirent en place la nouvelle humanité, c'est-à-dire nous, et pour éviter que nos ancêtres nous fassent recouvrer la mémoire, ils nous enfermèrent dans un cercle de glace, lui donnant le nom d'Antarctique. Puis ils créèrent les pôles, le narratif de l'héliocentrisme, celui du temps et des heures, puis celui de la monnaie. Ils sous-traitèrent la construction de notre esclavage aux familles de la noblesse noire comme les Orsini, les Farnèses ou encore les Breakspere, qui utilisèrent la religion comme arme ultime de soumission. La croyance existe depuis que le monde est monde, mais les religions, contrairement aux idées reçues, sont une invention récente pour garder le contrôle des masses. Les églises ou autres temples religieux étaient originellement des lieux de guérison. La pratique d'un culte dans ces lieux est encore un narratif inventé par les gardiens ou custodians. La plus grande société du monde, employant 1 milliard de personnes, n'est autre que le Vatican, ne l'oublions pas. Les races venant d'autres mondes sur ordre des custodians ou gardiens et Anunnaki se transformèrent en des mythes de la science-fiction ou des délires de personnes à l'esprit dérangé. Les familles de la noblesse noire, comprenant comme les gardiens que l'anonymat est un énorme avantage pour maintenir sa domination,
confièrent à leur tour l'architecture sociétale de la nouvelle humanité aux familles Illuminati entre le XIXe et le XXe siècle. Entre 1799 et 1930, 400 expositions universelles furent organisées pour officiellement montrer les futures technologies, qui en réalité étaient les technologies passées, mais qui officieusement servaient à détruire les restes architecturaux de la Grande Tartaria. Les bébés récupérés de 7 mois grandirent sans mémoire du passé et furent disséminés un peu partout dans le monde, via les célèbres trains des orphelins pour repeupler les terres vides de la grande réinitialisation. Entre 1799 et 1807, des personnages comme Napoléon en Europe ou Washington aux USA mirent en place les bases de la prison législative et institutionnelle dans laquelle nous sommes toujours enfermés. En 1800, les Rothschild, par le truchement du fondateur de la lignée Mayer-Amschel Rothschild, mirent en place ce système fiduciaire ou l'escroquerie des banques centrales en envoyant ses 5 enfants sur les 5 places européennes les plus fortes. S'en vint le XXe siècle et une autre famille Illuminati, par le truchement de son fondateur, John D. Rockefeller, acheva la construction de notre ferme d'élevage. Il créa en 1901 le Conseil pour la médecine pour que nous soyons malades à vie. En 1902, il créa le Conseil pour l'éducation pour être sûr que la nouvelle humanité n'apprendra que ce que les gardiens ou custodianes autorisent. En 1902, c'est aussi les débuts du cinéma d'Hollywood pour orienter les narratifs nouvellement établis de la nouvelle humanité vers une inéluctable vérité. Rockefeller aura comme allié H.G. Whiteley pour mener à bien cette tâche. En 1920, John Dee crée le Conseil pour l'Histoire pour contrôler la méconnaissance de notre passé et introduire des jalons chronologiques et des narratifs inventés, donnant l'illusion que nous n'avions jamais cessé d'évoluer tant sur le plan sociétal que technologique. De la préhistoire à l'Antiquité, en passant par le Moyen Âge, les périodes classiques et romantiques, puis modernes et enfin contemporaines. Une succession d'illusions historiques qu'une nouvelle humanité sans mémoire a fait de cette fiction son histoire. En 1924, Rockefeller rachète IG Farben, la plus grande usine pétrochimique d'Allemagne, et crée Big Pharma. En parallèle, les familles Illuminati, comme les familles de la noblesse noire avant elles, comprennent que l'anonymat est une force extraordinaire pour maintenir leur hégémonie et créent des réseaux d'influence plus ou moins fermés selon leurs besoins, pour passer leurs ordres sans que la grande majorité ne sache qu'ils viennent d'eux. CFR, Bilderberg, Olympe, Commission trilatérale, Chatham House, etc. Laissant aux États le rôle de donner l'apparence que les idées et choix appartiennent aux populations. Le même principe est mis en place pour la partie pécuniaire. Les grandes familles qui dominent et dirigent cette nouvelle humanité se cachent derrière des fonds d'investissement pour faire leurs acquisitions. Là encore, les États
via le système de taxation qui nous rend esclaves à vie, simule différents narratifs inventés, justifiant des investissements essentiels pour le bien commun. Vous l'aurez compris, en parcourant ces quelques lignes, notre matrice d'esclavage a moins de 250 ans, ce qui est anecdotique sur l'histoire de notre monde, mais qui est suffisant pour que les descendants d'orphelins amnésiques que nous sommes soient totalement incapables de remettre en question la totalité du fonctionnement de notre ferme. D'autant plus lorsque les stratèges hors pair et les obsédés du contrôle sans empathie, comme les gardiens, ont eux-mêmes érigé les fondations de notre inféodation. Même si votre cerveau léthargique ne peut ingérer la totalité des propos présentés, gardez à l'esprit que les États et les élites ont toujours eu peur des personnes capables de réfléchir différemment et librement. Le monde du grand réveil vers lequel nous nous dirigeons, grâce à l'ancienne humanité, aidée de ses alliés bienveillants à notre égard, est un paradigme de liberté dans lequel l'autonomie tant intellectuelle, spirituelle que physique n'est dictée par aucune autre autorité que votre propre conscience. Observez les incohérences, antinomies et autres paradoxes de cette matrice et comme disent les Américains, connect the dots, connectez les points et prenez la pilule rouge qui n'a rien à offrir de plus que la vérité. Voilà, famille Ackermann.